Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, on va parler d'Actual Play. Et pour tout vous dire, c'est un sujet que j'ai au sommet de ma liste des capsules à aborder depuis un bon moment. Je pense que ça doit faire 2 ans. Et puis comme ça n'avait pas vraiment trait au parti, au jeu lui-même, je l'avais un petit peu laissé de côté. Mais il se trouve que j'ai un de mes camarades rôlistes, de la toile rôliste, qui s'appelle Mans the Edge, qui a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps et qui a publié une vidéo sur sa vision de l'Actual Play. Je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous mets le lien en description. C'est une nouvelle chaîne, il dit des choses intéressantes et puis il fait aussi des critiques de livres. Donc allez voir. Et j'ai une raison de vous pousser à aller voir sa chaîne, autre que le fait de lui faire de la pub, c'est que Mans the Edge, il est encore plus méchant que moi. Il a des avis encore plus tranchés que les miens. Et donc, j'ai bon espoir que si vous allez jeter un œil à sa chaîne, lorsque vous allez revenir sur les stats JDR, vous allez peut-être vous dire, les stats finalement, n'est-il pas le chantre de la compromission et de la modération? Voilà, donc j'ai bon espoir que ça change un petit peu votre vision de mes opinions plus ou moins tranchées. Et vous verrez que ici, en fait, vous êtes dans l'antre de la bienveillance. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur sa chaîne. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire sur l'Actual Play? Je pense pas que je vais aborder le sujet sous un prisme généraliste. On a souvent entendu parler de l'Actual Play, de son influence positive ou vertueuse sur le jeu de rôle. Je vais forcément l'aborder un petit peu, mais je vais surtout le faire à travers le prisme de mon expérience personnelle, tant en tant qu'auditeur d'Actual Play et en tant que créateur d'Actual Play. Déjà, ce que je recherche pour l'un et l'autre, et vous allez voir que finalement c'est assez similaire, et je vous parlerai aussi des effets bénéfiques, vertueux que l'Actual Play, en tout cas que la création d'Actual Play a eu sur ma pratique du jeu de rôle. Alors c'est pas non plus transcendant, ça m'a pas apporté 15 000 choses, mais ça m'a permis d'avoir une réflexion sur un point en particulier que j'ai déjà abordé sur ma chaîne, et donc il faut que je rende à César ce qui appartient à César, et là en l'occurrence César c'est l'Actual Play. Je vais donc commencer simplement par vous dire ce que je recherche en tant qu'auditeur. Déjà, je vais être honnête, je n'écoute plus beaucoup d'Actual Play, de temps en temps, j'aime bien voir ce qui se fait, mais j'utilisais surtout ça comme un palliatif lorsque je ne pouvais pas jouer au jeu de rôle autant que je le voulais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, et c'est pour cette raison que les Actual Play ont moins de succès que les capsules ou les conseils jeux de rôle. Pour autant, j'en écoute, ça m'intéresse, et ce que je recherche en réalité, c'est des Actual Play qui font vrai. Des Actual Play qui sont représentatifs des parties de jeux de rôle qui peuvent être jouées. Je n'aime pas les Actual Play dans lesquels il y a trop de montage. Les grosses productions, je vais pas les nommer, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci, mais moi ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que si je veux vraiment voir une histoire lissée, bien rodée, parfaitement faite, parfaitement orchestrée, mais dans le sens montée justement, je vais aller regarder un film, une série, ou je vais lire un livre. Le jeu de rôle, quand je le regarde en tant que spectateur ou quand je l'écoute, j'ai besoin vraiment de voir une partie de jeu de rôle. En réalité, quand j'écoute un Actual Play, eh bien, j'ai envie de voir comment vous jouez. Donc j'ai besoin de sentir que c'est vrai, et dès que je perçois les artifices du montage, y compris avec les bruitages ou la musique rajoutée, eh bien tout de suite je vois que c'est pas exactement ce qui se passe à votre table. Or, moi ce que je vois dans un Actual Play, en tout cas quand j'apprécie un Actual Play, ce que j'ai envie de me dire c'est « Ah, j'aimerais bien être joueur à cette table ». Voilà, si j'arrive à cette conclusion lorsque j'écoute un Actual Play, c'est que pour moi, c'était une bonne partie d'Actual Play. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit beaucoup ces temps-ci que l'Actual Play, surtout pour les débutants, il faut s'en méfier parce que ce n'est pas forcément représentatif de ce que sont les parties de jeux de rôle. Et pour beaucoup, lorsqu'il y a du montage, c'est vrai. Et je mets dans le même sac les parties d'Actual Play avec peu de montage qui, par exemple, coupent les blancs qui peut exister entre les dialogues des personnages, etc. Moi, je ne veux qu'il n'y ait rien, aucun montage. Et donc, moi, ce que je recherche, ce sont justement des Actual Play qui sont le plus fidèles possible à la partie telle qu'elle a été jouée par les joueurs qui ont enregistré leur partie. Ça, c'est vraiment important. J'ai envie de voir comment vous jouez. Alors, paradoxalement, c'est que je suis tout aussi sévère en tant que consommateur d'Actual Play que je le suis en tant que joueur de jeu de rôle. C'est-à-dire que je vais facilement m'ennuyer et j'ai quand même besoin qu'il y ait du rythme, qu'il y ait une narration, qu'il y ait une fluidité, que j'aurais sans doute plus facilement retrouvé si j'avais écouté des Actual Play avec un montage. Bah oui, mais en réalité, il me faut les deux. C'est pour ça que c'est pas simple pour moi de trouver mon bonheur, mais j'ai vraiment besoin de me dire, tiens, ça c'est une vraie partie, il n'y a pas de montage, pour autant, il y a une fluidité,
il y a un rythme, c'est vraiment une table à laquelle j'aimerais jouer. Vous voyez, parce que moi, c'est ce que je recherche en tant que joueur, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Donc, plus la partie va m'intéresser tout en ressemblant à ce que va être une partie de jeu de rôle réellement, plus ça va m'intéresser en tant qu'actual play. Maintenant, vous allez me dire, c'est peut-être parce que je recherche ça que je suis rarement satisfait par les actual play, parce que je recherche quelque chose qui est trop idéalisé. Je vais vous donner un exemple d'une partie que j'ai beaucoup aimée et qui m'a finalement mis le pied à l'étrier de YouTube. Vous allez comprendre, c'était il y a à peu près 3 ans. Je suis tombé sur un actual play du jeu Brigandine, un rétro-clone de Warhammer en gros, très bien d'ailleurs comme jeu. Je recherchais spécifiquement un actual play de Brigandine pour l'aspect low fantasy, et je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle Pilule Rouge, j'en ai déjà parlé, qui est détenue par Christophe, qui est un Français exporté au Québec, et il se trouve qu'il hébergeait une partie, il était joueur lui-même, une partie maîtrisée par Radburger qui est un MJ québécois, qui maîtrisait une partie dans un univers maison, les Six Duchés. La campagne s'appelait Die Kriegerin. Et j'ai écouté ça. Il y avait de très nombreux épisodes, probablement une 50aine de vidéos, et j'ai absolument tout écouté. Je me suis beaucoup retrouvé dans la manière de maîtriser de Radburger, en tout cas sur cette partie-là. Dans la narration, c'était fluide, il se passait beaucoup de choses. C'était très personnel par rapport au personnage. Donc j'ai tout écouté, ça m'a beaucoup plu. Il n'y avait pas de montage du tout. Et je me suis dit, vraiment, j'aimerais jouer à cette table. Et il se trouve que j'ai contacté Radburger pour lui faire un commentaire. On en est venu à discuter. Il m'a invité sur sa chaîne, et c'est sur sa chaîne à Radburger que j'ai fait ma première vidéo sur YouTube pour discuter du jeu de rôle. On a fait un entretien, un peu comme je l'ai fait sur les cafés JDR maintenant, donc c'était vraiment l'inauguration. Et c'est l'actual play de Radburger qui m'a amené à ça, finalement. Et après, il m'a invité sur une campagne un peu plus courte qui se trouve avoir été un spin-off de sa campagne Brigandine. Et donc, j'ai joué cette campagne qui s'appelait Les Inquisiteurs dans le même univers. Et de fait, ça a été confirmé. J'ai adoré jouer à sa table ainsi qu'à celle des autres joueurs, dont l'un ou peut-être même deux. Non, je crois que c'est seulement l'un qui avait joué aussi dans la campagne phare de Radburger. Je n'ai vu aucune différence dans la manière de jouer entre ce que j'ai joué moi et ce que j'ai vu et entendu dans l'actual play. Donc c'était vraiment très fidèle, très représentatif, et en plus ça m'a plu. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible, et je vais vous mettre les liens en description de cette campagne si vous voulez l'écouter, ou les écouter parce qu'il y en a plusieurs, et je vous mettrai aussi sans doute le lien vers la chaîne de Radburger, qui a sa chaîne à lui, même s'il produit un peu moins quand même ces derniers temps, il faut bien le dire. Maintenant, je vais vous parler aussi de ce que je cherche à produire, moi, en matière d'actual play. Et vous pouvez le voir sur ma chaîne secondaire, Les Stats, Contes et Légendes. Je vous invite à aller voir, et à plusieurs titres. Je vais vous dire pourquoi je vous invite à y aller, même si vous n'êtes pas des consommateurs d'actual play, même si vous n'avez pas l'intention d'écouter tous les actual play, tout ce que je produis. Je vais y venir lorsque je vais parler des raisons pour lesquelles moi je produis de l'actual play. Et d'ailleurs, je vais m'y atteler tout de suite. Déjà, je vais produire ou je vais proposer en actual play exactement ce que moi je recherche en tant qu'auditeur. C'est-à-dire que je ne ferai absolument aucun montage, je ne fais d'ailleurs aucun montage, je ne rajoute aucun son, aucune musique, tout ça est fait pendant la partie. Tout ce que vous écoutez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez dans l'actual play, c'est exactement ce qui a été vécu par les joueurs. Je ne fais pas de montage pour couper les blancs, je ne corrige pas le son, c'est exactement la partie. Et j'aime vraiment faire ça parce que là où, en tant qu'auditeur, j'aime voir comment vous jouez, eh bien moi, quand je propose de l'actual play, c'est pour vous montrer comment ça se passe à notre table et d'une certaine manière vous inviter un petit peu en tant que fantôme à notre table pour que vous puissiez essayer de vivre un minimum, un petit peu ce que nous, on a vécu autour de la table. C'est vraiment l'un des objectifs. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il y ait du rythme, mais c'est pas parce que je fais de l'actual play que j'essaye d'instiller du rythme. J'en ai parlé à nombreuses reprises sur ma chaîne, c'est parce que je joue comme ça. Et je ne construis absolument pas mes campagnes, mes scénarios, mes histoires en fonction de l'auditeur. D'ailleurs, je me posais cette question, je me disais est-ce que ça va intéresser les gens, etc. Parce que j'aime bien les campagnes et les histoires assez complexes, assez denses. C'est pas forcément un gage de qualité, mais en tout cas c'est un fait dans ce que j'aime. Et c'est vrai que dès que les intrigues sont un peu complexes, avec un casting assez important, ça devient tout de suite un peu moins propice à l'écoute en tant qu'actual play, parce que quand on ne joue pas la partie, c'est plus dur de comprendre les tenants et les aboutissants. Pour autant,
c'est comme ça que je joue, c'est ce que je propose, et donc je mets à disposition mes parties qui ne sont pas du tout construites en fonction de l'actual play. En revanche, au-delà du fait que les gens puissent prendre plaisir à écouter tout ça, et il y en a, j'ai des commentaires, je vous en remercie d'ailleurs si vous m'écoutez, il y a une autre raison pour laquelle j'aime proposer des actual plays sur cette chaîne secondaire, y compris pour les gens qui n'ont pas l'intention de suivre ça sur la durée. Je trouve ça intéressant, en tant que créateur de contenu, de conseils jeux de rôle, je donne souvent mon opinion, ma vision, et j'aime bien que les joueurs, je vous avoue, les auditeurs, ceux qui m'écoutent, puissent aller voir sur une chaîne secondaire ce que ça donne en pratique et qu'ils puissent voir qu'ils aiment, qu'ils adhèrent ou qu'ils n'adhèrent pas, qu'ils voient que je fais ce que je prêche. Parce que je pense pouvoir dire, si vous allez voir mes actual plays, on aime ou on n'aime pas, mais je fais quand même à peu près, plutôt fidèlement, ce que je dis dans mes capsules. Et je trouve que c'est intéressant de présenter une forme de crédibilité comme ça, non pas une crédibilité au sens « j'ai raison forcément », mais dans le sens, vous voyez, quand je vous parle de choses, je l'ai vraiment mis en place et c'est comme ça que je joue. Je trouve ça intéressant parce qu'il peut arriver chez certains créateurs de contenu que quand on fait une partie avec eux ou qu'on voit un actual play, on se rend compte qu'il y a quand même un différentiel très important entre la théorie et la pratique. Maintenant, comme l'avait très bien dit Zoran de la chaîne des coups cryptiques, évidemment que même si vous êtes le créateur de contenu, il y aura une différence entre votre théorie et exactement ce que vous faites en pratique. Vous allez aussi faire des erreurs, ça sera parfois imparfait, il n'y a aucun problème. Mais je trouve qu'il est intéressant que le différentiel ne soit pas non plus abyssal. Donc ça, c'est intéressant. De plus, je trouve que l'opportunité pour un auditeur de la chaîne principale ou d'un créateur de contenu, pas forcément moi d'ailleurs, d'aller voir ce qui se fait en pratique peut lui permettre de mieux comprendre ce que le créateur de contenu proposait. Parfois, voilà, en termes de communication, on parle dans une vidéo, on se comprend soi-même, certains vont comprendre, et puis il y en a d'autres qui vont pas être câblés tout à fait pareil, et ils vont pas forcément capter exactement ce qui a été dit, ils ont du mal à se représenter le conseil, ils ont du mal à voir ce que ça donne en pratique, et ça prend pas tout de suite un sens vraiment clair. Et le fait de voir comment ça se passe en pratique, ça peut permettre aux gens de se dire « Ah oui, tiens, c'est de ça dont il parlait quand il parlait de l'usage des ellipses pour servir le rythme ou du roleplay utile-inutile pour reprendre des thématiques que j'ai abordées récemment dans mes capsules. » Vous voyez, c'est une manière de clarifier les choses et je trouve que c'est un bon support par rapport à ma chaîne principale. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous. Si jamais vous n'êtes pas des consommateurs d'actual play, il n'y a aucun problème, ne vous forcez pas. Mais de temps en temps, allez voir peut-être un peu sur ma chaîne secondaire ou sur la chaîne les actual play des créateurs de contenu que vous écoutez, parce que ça peut vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils vous disent et donc de vous positionner par rapport à ça et que ça vous apporte encore plus, que ce soit dans l'acceptation des conseils ou dans le rejet pour ce qui ne vous plaît pas. Alors, maintenant ça c'est le côté un petit peu général, et maintenant je vais vous faire quelques petites confessions, des choses un petit peu plus personnelles que j'ai remarquées parce que ça peut aussi être à double tranchant. Je vais vous parler d'un cas bien particulier, ça en fera sourire certains. J'ai souvent eu des discussions récemment sur le dirigisme, le sens qu'on pouvait lui donner, etc. Et sur ma chaîne principale, quand je parle souvent d'intrigue, de scénario, du rôle important du maître du jeu qui s'implique dans la narration, un certain nombre d'entre vous, et je ne vous pointe pas du doigt de manière accusatrice, mais pensent que j'ai une manière de maîtriser qui est dirigiste, qui enlève un petit peu des choix aux joueurs, etc. Et je veux dire un truc, il n'y a pas grand-chose qui me frustre sur YouTube. Moi, je fais ça pour le plaisir, il n'y a vraiment pas de souci. Mais ça, je reconnais que c'est peut-être un petit truc qui me frustre, dans le sens où c'est tellement le contraire de ce que je fais dans mes parties, en termes de liberté, de l'impact des choix des joueurs, et j'en parle d'ailleurs sur mes capsules, que parfois quand on me dit à l'écoute de mes conseils, oui, mais toi, tu dois diriger un petit peu plus, tu contrains un peu plus les choix des joueurs, bah, ça m'embête parce que j'ai l'impression de ne pas être compris sur un aspect qui est fondamental dans ma vision du jeu de rôle, qui n'est pas forcément la bonne, ça veut rien dire, mais en tout cas qui est la mienne. Et je trouve que l'actual play peut permettre à des gens de se rendre compte finalement que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de dirigisme et qu'il y a vraiment des choix. Et vous allez voir que je serai honnête avec vous, c'est à double tranchant. Et j'ai eu plusieurs fois des commentaires qui m'ont fait plaisir justement, d'ailleurs je pense à un récemment, des commentaires assez élaborés, d'ailleurs des retours, pas toujours positifs d'ailleurs, avec un petit peu de nuance, c'est vraiment intéressant. Mais j'avais retenu quelques trucs qu'on pouvait me dire, c'était que certains reconnaissaient, appréciaient la liberté
que je laissais aux joueurs. Et j'avoue que ça m'a un petit peu fait plaisir par rapport à certains retours que j'avais sur la chaîne principale théorique. Et j'ai même donc un commentaire récent qui m'a dit quelque chose du style « J'aime beaucoup la liberté que tu donnes aux joueurs ». Et d'ailleurs, on voit bien que parfois, cette liberté, elle a des conséquences négatives. Il n'a pas dit comme ça parce que les joueurs ont tellement de choix qu'ils ne savent plus quoi faire et ils se sentent un petit peu noyés. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'était effectivement quelque chose auquel j'ai été confronté sur ma dernière campagne. Et c'est littéralement un inconvénient opposé à l'inconvénient du dirigisme que parfois certains me prêtent. Donc ça m'a fait rigoler. Mais en même temps, ça m'a montré peut-être l'intérêt qu'il y avait à proposer l'actual play, même si ça prend du temps parfois pour pas beaucoup de vues par rapport à la chaîne principale, je dois bien le reconnaître, parce que certaines personnes, ça va leur clarifier justement la vision de ma pratique du jeu de rôle en tant que créateur de contenu. Et je pense que ça peut se vérifier pour d'autres créateurs de contenu, et ça peut valoir pour vous aussi, si vous écoutez bien sûr plein d'autres chaînes de jeux de rôle. Maintenant, c'est aussi à double tranchant. Je vais vous en parler. L'actual play, en tout cas les miens, parfois, j'ai des commentaires opposés à celui dont je viens de vous parler. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment agréable parce que ça s'écoute facilement, c'est fluide. » Il y en a même qui m'avait dit « On dirait un audiobook, quelque chose comme ça. » Ça fait très plaisir, ça veut dire que la mise en scène plaît. Mais juste après, souvent, on me dit « Mais est-ce que ça se fait pas au détriment de la fameuse liberté des joueurs ?» Donc, pour un même actual play, donc les gens écoutent la même chose et ils vont avoir potentiellement une vision différente sur ici, dans mon cas à moi, là, le sujet de la liberté des joueurs. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. Et vous allez voir que cet aspect-là, vous allez dire quel rapport, va me permettre de faire la passerelle avec ce que m'a apporté l'actual play. Oui, je sais, c'est un peu bizarre comme transition, mais vous allez comprendre. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui peut laisser penser aux gens que la fluidité ou le rythme qu'ils peuvent peut-être souligner dans ces actual plays peuvent les mener à penser qu'il y a un dirigisme, etc. J'ai réfléchi, et bon, peut-être qu'ils pensent que c'est scripté parce que c'est fluide, etc., alors que c'est pas forcément lié. Mais il y a quelque chose. Lorsque je me suis lancé dans l'actual play, vous allez voir, je vais répondre, je me suis dit, bon, je fais des intrigues qui peuvent être un peu complexes, les joueurs vont souvent discuter entre eux pour décider de ce qu'ils vont faire. Quand ils vont réfléchir, à un moment, ils vont sortir un peu de leur roleplay. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand on rentre dans une réflexion qui est trop dense, trop longue, trop longtemps, il va forcément y avoir une distance qui va être prise et on va sortir un petit peu de l'immersion. Je me suis dit, bon, déjà que parfois à la table, ça peut être lourd, mais alors dans un actual play, ça va peut-être rebuter. Pour autant, je vous l'ai dit, je n'allais pas transformer ma manière de jouer juste pour l'actual play. Mais ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait penser à ce qui se passait à la table. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer ça déjà pour ma table sans parler de l'auditeur? Est-ce que c'est pas un sujet qui vaut à la fois pour l'auditeur d'actual play et à la fois pour les joueurs? Est-ce qu'on pourrait pas optimiser le temps tout en leur laissant l'opportunité de réfléchir et de faire des choix? Et donc ça m'a mené à la meilleure décision récente que j'ai prise dans l'évolution de ma manière de jouer. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc navré si je suis un peu redondant, mais là je fais le lien avec l'actual play. C'est le fait que pour les grands choix, vraiment les moments charnières d'une campagne, lorsqu'on sent que les joueurs vont faire des choix qui vont changer, déterminer les axes de la campagne, en tout cas à certains moments, que ça va vraiment être important. Je ne parle pas de toutes les décisions sur lesquelles on doit rebondir pendant une partie, parce qu'il y en a toujours plein forcément. Je parle vraiment des grands axes. Je me suis dit, ça peut être bien de finir la séance là-dessus, avec un cliffhanger ou quelque chose comme ça, et laisser les joueurs discuter et décider hors jeu. Ça leur permet de prendre plus de temps, ça leur permet de sortir du roleplay sans qu'il y ait de conséquences sur la partie, ça nous fait gagner du temps sur la partie parce que lorsqu'on rentre en partie, la décision est déjà prise, donc on rentre tout de suite dans l'action, au sens large, l'action, c'est-à-dire qu'on va entrer dans l'exécution ou l'application du plan, et en plus, ça a le bénéfice de me permettre, moi, de préparer en amont avec plus de richesse, parce qu'ils m'auront dit en amont de la partie ce qu'ils ont décidé, potentiellement même leur plan, quitte à ce qu'ils changent pendant la partie. Mais moi, ça me permet d'avoir des bases, de préparer plus en amont, et donc d'avoir plus de matière pour, en plus, improviser plus efficacement, si nécessaire, en jeu. Et c'est souvent nécessaire, parce que je l'ai déjà dit sur une de mes vidéos, l'improvisation n'est jamais meilleure que lorsque la préparation a été efficace. Donc ça m'a fait penser à ça. Et toute cette réflexion est née de cette question que je me suis posée par rapport à ces moments de réflexion pour un auditeur qui écouterait de l'actual play, en tout cas les miens.
Et donc, puisque chez moi maintenant les joueurs peuvent prendre leurs grandes décisions hors jeu, lorsqu'ils me donnent la décision, ça me donne l'opportunité, lorsque je commence une séance, de faire une introduction un peu narrative qui va poser les bases de ce qu'ils ont décidé, quitte à mettre en scène pour mettre dans l'ambiance. Et donc, ça peut donner l'impression que j'ai pris les décisions à la place des joueurs, parce que je n'ai pas mis en scène le moment de discussion. Et donc c'est peut-être pour ça que, en voulant fluidifier les parties, les miennes, ça a pu fluidifier aussi à l'écoute pour les auditeurs, mais ça peut aussi donner l'impression que c'est moi qui ai lancé les joueurs sur un axe, alors que je n'ai fait que narrativement exprimer ce qu'ils avaient décidé en amont, pour ensuite leur laisser libre cours dans la partie. Bon, c'était peut-être un long développement pour pas grand-chose, mais je trouvais ça intéressant, parce que vous voyez, il y a du bon et du moins bon, même si je pense que pour les sujets abordés, c'est quand même, dans l'ensemble, plutôt positif. Voilà l'usage que moi, j'ai de l'actual play, au-delà du plaisir de le faire et de partager mes parties avec d'éventuels auditeurs. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, ça sert à rien d'épiloguer trop sur le sujet. Au final, je pense que si on se sert des actual play, déjà en tant qu'auditeur, pour s'identifier, pour trouver une partie qui n'est pas montée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en ressortir. On peut s'inspirer de nombreuses parties lorsqu'elles sont fidèles à ce qui est joué à table. Et je pense que soi-même, quand on propose de l'actual play, lorsqu'on le soumet aux autres, ça peut faire émerger des idées qui vous font améliorer vos parties. Alors, il ne faut pas non plus s'y fier trop à 100%. Et puis, comme je le disais, pour les créateurs de contenu sur YouTube, les actual plays peuvent être un moyen secondaire, une sorte de support pour illustrer leurs propos et que leurs opinions et leurs visions soient plus claires pour les auditeurs, peu importe ce que ceux-ci choisissent d'en faire. Voilà, donc j'espère que cette petite réflexion sur les actual plays vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous voulez poursuivre la discussion, soit à commenter, soit bien sûr à rejoindre le Discord, je vous mets également le lien en description. Et je vous remettrai le lien de tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ma chaîne secondaire d'actual play, les différentes chaînes que j'ai citées, et comme ça vous pourrez aller voir. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. Salut à tous.